Dans les épisodes précédents, nous avons posé le cadre pour initier un parcours de transition bas carbone, à savoir faire un bilan d'émissions de gaz à effet de serre utile et bien choisir ses outils et méthodes d'évaluation. Mais pour pouvoir passer à l'action, il est important pour l'organisation de bien comprendre en quoi la transition bas carbone lui est nécessaire. Quels sont les risques auxquels elle s'expose à cause du changement climatique ? Ou à l'inverse, quelles opportunités une transformation de son activité peut-elle apporter ? Vers quoi se tourner pour pérenniser son activité dans un monde bas carbone ? Dans la première partie de cet épisode, nous allons balayer ces problématiques avec Clément Rolland, consultant carbone chez Axio, en abordant plus spécifiquement l'exemple du centre Juno Beach. Bonne écoute! Donc bonjour Clément, avant de commencer, est-ce que vous pouvez vous présenter ? Oui, bonjour Suzy, bonjour à toutes nos auditrices et nos auditeurs. Je m'appelle donc Clément Rolland, je suis consultant carbone chez Axio depuis un petit peu plus d'1 an. Et donc j'accompagne dans ce cadre les entreprises dans leur démarche de décarbonation en les formant notamment à l'utilisation de l'outil que propose Axio. Et donc je suis originaire du Sud-Ouest et maintenant je vis à Paris. En quelques mots, Axio, qu'est-ce que c'est ? Le but de l'entreprise, c'est d'engager et de soutenir la révolution bas carbone de toutes les entreprises, en les formant en continu, en les fédérant également dans la durée et en les outillant surtout d'une technologie adaptée pour mener à bien leur démarche de décarbonation. Donc en quelques mots, Axio c'est une plateforme de transition bas carbone et des consultants comme moi qui accompagnons les clients à l'utilisation de la plateforme et à toutes les démarches qui sont après le bilan carbone évidemment, le plan d'action, les trajectoires de réduction, etc. On fait également un peu de sensibilisation. Et j'ai un goût particulier pour la sensibilisation, donc je suis animateur de tonnes, fresques, etc. Et j'aime beaucoup animer des ateliers de sensibilisation pour les entreprises qu'on accompagne. D'accord. Merci d'intervenir dans ce podcast. Et donc justement, en parlant de parcours de transition bas carbone, on est pile dans le thème pour ce podcast. On a vu dans les épisodes précédents que les premières étapes pour amorcer une transition bas carbone dans son entreprise, c'est de bien choisir ses outils et ses méthodologies pour faire son bilan d'émissions de gaz à effet de serre. Et je voulais savoir pourquoi c'est important de ne pas s'arrêter là et quelle est la suite du parcours une fois qu'on a fait ça. Alors c'est plus qu'important, c'est vraiment primordial. Ce qu'on a tendance à dire souvent, c'est qu'on ne peut réduire que les émissions qu'on mesure. Donc évidemment, c'est important de faire ce premier diagnostic et cette première mesure que représente le bilan d'émissions de gaz à effet de serre, mais seul, il sert vraiment à rien. Le but, c'est d'entamer derrière une démarche de réduction. Le but du bilan carbone, c'est de se comparer à soi-même d'année en année et donc de réduire les émissions, voir la manière dont on les a réduites, voir les sources potentiellement de réduction ou d'augmentation des émissions de gaz à effet de serre. Donc voilà, le diagnostic, il est indispensable, mais il sert vraiment à la suite. Et donc, quelle est la suite du parcours ? On peut imaginer énormément de parcours différents, mais en général, après le bilan, notamment le bilan carbone de l'année de référence, le but, c'est de mettre en place un plan d'action, de co-construire un plan d'action qui infuse vraiment au sein de l'entreprise pour pouvoir commencer à mettre en place des pistes d'action et potentiellement, les années d'après, rééditer le bilan d'émissions de gaz à effet de serre pour mesurer à quel point certaines actions ont permis ou non de réduire les émissions de gaz à effet de serre, comment prolonger ce plan d'action, sur quelle piste aller les prochaines années. Voilà, le but du bilan, c'est plutôt de faire cet état de référence, cette première base solide pour pouvoir construire par-dessus toute une stratégie bas carbone plus globale et je pense qu'on va y revenir dans la suite du podcast. Oui, tout à fait, c'est ça. Dans les prochains épisodes, on parlera un petit peu plus du plan d'action. Là, on va se concentrer surtout sur les risques et les opportunités de la transition, parce qu'il y en a. Alors justement, le changement climatique, en quoi ça peut représenter un risque pour l'activité des entreprises ? Est-ce que vous avez des exemples concrets ? Alors oui, on a plein d'exemples. On sépare souvent l'analyse des risques en 2 catégories. On va dire les risques physiques d'une part et les risques de transition d'autre part. Les risques physiques, c'est les risques auxquels on pense en premier, c'est-à-dire que on est tous et toutes confrontés au changement climatique au quotidien. En tant qu'entreprise, on n'y échappe pas. On est donc confronté aux risques physiques liés notamment aux événements climatiques extrêmes ou tout simplement à la montée des eaux, au risque d'inondation accrue, à l'augmentation des températures. Tous ces risques physiques, ils peuvent impacter directement une entreprise. Et je vais prendre un exemple qui est assez parlant, que j'ai rencontré cette année en accompagnant une entreprise dans son bilan d'émissions de gaz à effet de serre. L'entreprise est une entreprise de tourisme fluvial et lors de la réalisation de son bilan d'émissions de gaz à effet de serre,
On a tout simplement discuté pour savoir un peu quel était le contexte, comment ça se passait, est-ce qu'ils avaient déjà mis en place des pistes d'action. Et j'ai été frappé par justement à quel point ils étaient confrontés au changement climatique dès aujourd'hui. Et donc pour donner une idée, en fait, ils avaient subi la grêle, donc tous leurs locaux étaient, toute la toiture était complètement, c'était un vrai gruyère, et ils n'avaient pas eu le temps de la refaire. En plus de ça, avec l'augmentation de la température, il y avait des algues vertes qui s'étaient proliférées dans les eaux. Donc en fait, ça attaquait la coque des bateaux, donc c'était un vrai risque physique également. Et avec la sécheresse, il y avait plus d'eau dans les cours d'eau. Donc en fait, c'était 3 exemples vraiment concrets et marquants qui montraient à quel point le changement climatique était réel, présent et qui mettait en danger l'entreprise. Donc ça, c'est typiquement des risques physiques auxquels on est confronté. Évidemment, en fonction du lieu dans lequel on se trouve, une entreprise qui est en bord de mer ou une entreprise qui est dans une zone plutôt urbaine n'aura pas du tout les mêmes enjeux, pas du tout les mêmes risques. C'est là où il y a vraiment une démarche d'analyse de risque à faire parce qu'on ne peut pas calquer simplement les risques d'une entreprise sur une autre. Mais voilà, chaque entreprise est soumise à des risques physiques qui sont de plus en plus accrus. C'est ce que nous dit le GIEC, hein, les événements climatiques vont être de plus en plus intenses et de plus en plus fréquents. Donc c'est bien de s'en soucier. Et là-dessus, ce qui est intéressant, c'est de parler d'adaptation pour anticiper justement, à travers le bilan d'émissions de gaz à effet de serre, on parle d'atténuation, mais il y a aussi tout le pan de l'adaptation qui est intéressant à aborder. Et on le verra, mais d'un point de vue opportunité, entrer par la porte du bilan carbone peut être un moyen d'aller toucher ces sujets aussi d'adaptation. Ça, c'est pour les risques physiques. Et les risques de transition, il en existe énormément. De quoi on parle lorsqu'on parle de risque de transition? On parle du fait que la planète, la société va devoir bifurquer et justement entrer en transition. Et cette transition peut plus ou moins bien se passer. Les risques liés à cette transition, c'est des risques d'image, par exemple, où finalement, dans la culture, on va privilégier les entreprises qui arrivent à bouger, et donc celles qui n'arrivent pas à bouger peuvent avoir une mauvaise image auprès de leurs clients, leurs parties prenantes. Donc il y a un vrai risque d'image qui a un impact économique direct. Par exemple, si je reprends l'exemple de l'entreprise de tourisme fluvial qu'on a accompagnée, voilà, s'ils vendent des bateaux à moteur, peut-être que les clients ne voudront pas forcément passer par eux parce que l'image du bateau à moteur n'est plus aussi bien plébiscitée. Bon, là, je rêve un petit peu, mais dans un imaginaire collectif où on n'a plus forcément envie de prendre le bateau à moteur. Donc ça, c'est un risque d'image parce que l'entreprise n'a pas su justement bouger assez vite. Il y a également des risques indirects liés, par exemple, à l'augmentation des coûts des énergies fossiles ou des mécanismes de taxes carbone aux frontières, des réglementations qui vont se durcir. Finalement, toutes les pressions extérieures qui vont retomber sur l'entreprise du fait de cette transition. Donc c'est pour ça qu'on parle de risque de transition. Si l'entreprise n'arrive pas à suivre, elle sera justement soumise à une réglementation dure qui va la contraindre à changer complètement son système. Et si elle l'anticipe pas, c'est pour ça que c'est important de parler de notion d'anticipation sur ces risques de transition, c'est que si elle n'anticipe pas, elle va les subir. Si elle anticipe, on va le voir dans la prochaine partie, mais ça peut vraiment être des opportunités. D'où l'enjeu de mettre ce sujet sur la table le plus vite possible et réaliser son bilan d'émissions de gaz à effet de serre, peut-être une porte d'entrée, peut-être un moyen pour anticiper ces sujets. D'accord, oui, effectivement, on voit que c'est important pour les entreprises d'anticiper. Et justement, donc en parlant des opportunités que ça peut créer, d'anticiper et de réfléchir à son plan d'action pour réduire ses émissions de gaz à effet de serre, justement, est-ce que ça peut être une source d'opportunité pour les entreprises de réfléchir à tout ça? Tout à fait. L'exemple qu'on va voir dans la suite du podcast à travers le centre Juno Beach, donc qui est un lieu de mémoire et centre culturel en Normandie, qui rend hommage aux soldats canadiens qui ont perdu la vie pendant la Seconde Guerre mondiale. Maxime, qui sera l'intervenant, en parlera mieux que moi, mais pour moi c'est le parfait exemple d'une entreprise qui a su justement se saisir du sujet et se servir des opportunités qu'elle représente pour mettre en place une démarche bien plus globale que simplement un bilan d'émissions de gaz à effet de serre. Alors, quelles sont ces opportunités dont on parle? La première opportunité, c'est justement de se servir de l'outil de reporting et de diagnostic que représente le bilan d'émissions de gaz à effet de serre comme une première brique qui va ouvrir derrière une stratégie plus globale de développement durable. C'est exactement ce qu'a fait le centre Juno Beach. On peut rentrer par d'autres portes d'entrée, mais en fait, le bilan d'émissions de gaz à effet de serre, comme on le sait, c'est un bilan qui est centré sur un seul indicateur, le changement climatique, à travers simplement la mesure des émissions de gaz à effet de serre. Mais on sait tous et toutes que ce n'est pas suffisant pour mettre en place une démarche de développement durable. Par contre, ça peut être une opportunité de servir de cet outil pour derrière aller creuser les sujets et pas avoir une montagne devant nous qui se dresse, qui est le développement durable, par où l'attaquer. Passer par justement le bilan d'émissions de gaz à effet de serre, ça peut permettre derrière
de découvrir petit à petit, de construire une démarche brique par brique. Et c'est exactement ce qu'a fait le centre Juno Beach, donc ça serait intéressant d'avoir leur témoignage. C'est également une opportunité pour améliorer ces processus en interne. Ça, c'est un cas que je rencontre très souvent en tant que consultant carbone, où lorsqu'on fait un bilan carbone, on va collecter des données. Et dans la période de collecte de données, on se rend compte avec l'entreprise que peut-être que le contributeur ou la contributrice se rend compte grâce au bilan carbone qu'en fait les données sont pas forcément bien gérées. Peut-être qu'on n'a pas certaines informations, peut-être qu'on pilote mal le reporting, je sais pas, du carburant au sein de l'entreprise, des transports de marchandises, qu'on a finalement jamais fait d'audit énergétique parce qu'on n'a même pas les informations de savoir quelle est notre consommation énergétique. Donc le fait de faire un bilan carbone peut être aussi un moyen de mieux piloter sa data en interne, d'améliorer ses processus de remontée de données. Et également, on peut aussi parler de fédération parce que le fait de faire un bilan carbone, ça va aussi fédérer les équipes. Et en fait, ça va permettre d'améliorer la communication en interne, de se rendre compte qu'en fait, il y a un tel qui avait plein de données qui ne sert pas du tout de l'ERP et que finalement, on se rend compte que grâce au bilan carbone, il y a plein de données qui passent à la trappe ou que il y a tel service qui est complètement déconnecté des données des autres et qu'en fait il y a deux personnes qui travaillent sur les mêmes données sans le savoir. Voilà, j'ai énormément d'exemples en tête où certaines entreprises nous disent ah ben c'est marrant parce qu'en fait on se rend compte grâce au bilan carbone que qu'on pourrait mieux gérer tel reporting de données. Donc ça c'est une deuxième opportunité. C'est pas forcément l'exemple qu'on verra avec le centre Juno Beach. Par contre, la troisième opportunité que j'allais citer est aussi représentative de ce qu'a fait le CJB, le centre Juno Beach. C'est l'opportunité commerciale, évidemment. On parlait tout à l'heure de risques liés à l'image. Évidemment, on peut s'en servir aussi comme une opportunité pour venir, peut-être pas forcément toujours bifurquer, mais orienter son business vers ces solutions qui sont bas carbone et s'en servir pour évidemment promouvoir un produit ou un service, évidemment avec des pincettes puisqu'il faut communiquer en bonne et due forme sur ces sujets et parfois c'est un petit peu sensible, il faut pas faire n'importe quoi. Ça, on le sait tous et toutes, mais l'idée, c'est évidemment que ça peut représenter une opportunité parce qu'il y a des nouveaux marchés à aller adresser avec ce contexte. Et donc, en tant qu'entreprise, si nous-mêmes on fait l'effort de mesurer et réduire ses émissions de gaz à effet de serre en interne, on peut également proposer des produits ou services bas carbone. Et donc, ça peut représenter une opportunité commerciale immense. Par exemple, je prenais l'exemple de l'entreprise de tourisme fluvial. Si elle se met justement à faire du tourisme fluvial en bateau électrique ou en bateau à voile, je sais pas, ça peut représenter un avantage concurrentiel énorme vis-à-vis des autres entreprises qui, elles, sont restées au bateau moteur. On pourrait citer ensuite énormément d'autres opportunités, construire de nouveaux partenariats. Donc évidemment, en cherchant des entreprises qui ont les mêmes valeurs et qui sont aussi dans cette démarche de mesure et de réduction de leur empreinte carbone, ça peut être l'occasion de travailler avec de nouvelles entreprises, construire de nouveaux partenariats durables, ou même de questionner les partenariats actuels, notamment dans le cadre d'une politique d'achat durable. Il y a également le fait d'être précurseur, et donc d'un point de vue aussi marketing, communication, mettre en avant toutes ces choses-là en montrant qu'on est une entreprise qui justement repousse les frontières, est la première et pionnière dans ce modèle, et on le verra avec le centre Juno Beach. On peut également récolter des financements ou des subventions à travers justement notre engagement. Voilà, j'ai plein d'exemples d'opportunités, qu'elles soient financières, qu'elles soient commerciales, qu'elles soient plutôt économiques. Je finirai peut-être par la plus importante, c'est l'opportunité aussi on va dire humaine, de mener un projet au sein d'une entreprise avec toutes les parties prenantes pour aussi mieux se lancer dans un projet qui est intéressant et à arriver à co-construire des choses qui n'existaient pas, se retrousser les manches tous ensemble et évidemment bon, ça c'est mon métier, c'est ma passion, mais c'est toujours intéressant d'essayer de construire l'avenir et de sentir qu'on a un impact positif sur notre environnement. Donc ça peut être une opportunité qui est également intéressante pour toutes les parties prenantes d'un tel projet. D'accord, oui, tout à fait. Vous avez évoqué justement l'importance d'intégrer en fait cette transition bas carbone au cœur de la stratégie. Enfin, en tout cas, c'est ce que j'ai cru comprendre dans plusieurs exemples que vous avez donnés. Et est-ce que vous avez des exemples d'entreprises qui justement ont déjà réussi à faire ça, qui ont intégré la transition bas carbone au cœur de leur stratégie? Ouais, tout à fait. On
on le verra encore une fois avec le CJB, mais je pense qu'on peut distinguer 2 types d'entreprises. Celles qui sont nées avec cette raison d'être liée au changement climatique qui était intrinsèque, et donc par définition, en fait, ces entreprises, le sujet de la mesure et de la réduction de l'empreinte carbone de leurs produits ou services va de pair avec leur naissance. Donc en fait, c'est directement intégré, c'est plutôt fluide. J'ai notamment un exemple là, récent d'une entreprise qu'on accompagne qui récupère des surstocks alimentaires et les revend pour éviter justement la fin de vie des surstocks et la fabrication de nouveaux produits alimentaires. Bon ben là, dans l'objectif de l'entreprise, évidemment que la partie carbone est au cœur du sujet. Donc c'est plutôt simple finalement de mener ces projets puisque c'est directement lié à leur activité et ils veulent notamment communiquer à leurs clients l'impact carbone ou les émissions évitées via leur activité. Donc ça, c'est plutôt simple, entre guillemets. Ce qui est plus complexe, c'est les entreprises qui, on va dire, sont plus classiques, ont une raison d'être qui leur appartient et veulent intégrer petit à petit ces enjeux environnementaux. Et finalement, on se rend compte que lorsqu'on vient intégrer ces enjeux, au départ, c'est peut-être au début de la démarche, c'est peut-être quelque chose qui vient soit auprès de la direction, soit qui vient des salariés ou finalement de la pression des parties prenantes externes, des partenaires, des clients, ça peut venir de partout. Et finalement, quand ça arrive à infuser, on se rend compte que ces enjeux carbone peuvent petit à petit intégrer la raison d'être et peuvent nourrir des réflexions pour orienter vraiment les choix stratégiques et là où veut aller l'entreprise. Ça, c'est hyper intéressant, c'est exactement ce qu'a fait le CJB. Et donc, c'est pas forcément facile de ne pas limiter la mesure de l'empreinte carbone à un simple travail, un simple diagnostic qui va être isolé dans une équipe peut-être RSE. Ça, nous, évidemment, notre rôle en tant qu'expert carbone, en tant que consultant, c'est d'accompagner l'entreprise pour faire en sorte que ça soit pas cloisonné. Et de toute façon, dans la collecte des données, on est obligé d'aller contacter toutes les parties prenantes de l'entreprise, d'aller contacter toutes les équipes pour collecter les données. Donc c'est l'occasion souvent pour sensibiliser, pour expliquer pourquoi on fait un bilan carbone, pourquoi ça touche toute l'entreprise, pourquoi le plan d'action devra être co-construit et être l'œuvre d'une réflexion partagée au sein de tous les salariés et de toutes les parties prenantes. Finalement, c'est exactement ce qu'a fait avec le CJB où Maxime s'est porté volontaire au début pour faire ça de manière bénévole en plus de son rôle au sein du centre Juno Beach. Et petit à petit, il a eu l'aval de la direction, il a réussi à sensibiliser toute l'équipe, il s'est rendu compte que c'était des enjeux importants pour les clients, pour aussi leurs fournisseurs. Et petit à petit, maintenant, la démarche a évolué et aujourd'hui, ça fait partie vraiment de la raison d'être du centre Juno Beach d'avoir un impact positif sur son environnement. Donc c'est un exemple extrêmement inspirant parce que en rentrant par une porte, on se rend compte que on arrive à, et c'est bien le but, hein, à re-questionner complètement la stratégie d'une entreprise, là où elle veut aller, même sa stratégie économique. Donc si je reprends votre question, est-ce que j'ai un exemple d'entreprise qui ont intégré la transition bas carbone au cœur de leur stratégie? Je dirais oui, le centre Juno Beach. Et je veux pas vous spoiler, mais Maxime en parlera mieux. Et effectivement, l'intégration des parties prenantes aussi, on en reparlera aussi. On a des épisodes sur ces sujets-là, hein, donc tout ce que vous avez commencé à évoquer sera aussi précisé dans les épisodes à venir du podcast. Alors pour rester sur le cas du centre Juno Beach, quels sont les leviers que vous avez identifiés pour leur permettre de réduire leurs émissions de gaz à effet de serre? Alors, le centre Juno Beach est un musée. Donc, sans grande surprise, le premier poste d'émission est lié au déplacement des visiteurs. Là-dessus, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut se dire, bon, ben, on n'a pas de levier. Certes, ça fait partie de notre bilan carbone, mais finalement, comment agir sur le déplacement de nos visiteurs? Bon, ben, chacun vient comme il veut, comme il peut d'ailleurs. Et c'est pas forcément à nous, le musée, de pouvoir réduire ses émissions. On est un peu bloqué. Là où c'est intéressant, c'est que le centre Juno Beach ne s'est pas arrêté là. Il s'est dit, je pense qu'il y a des solutions. Il a justement défriché le sujet et il a finalement réussi à être pionnier et à mettre en place une action qui est extrêmement inspirante, je trouve, qui est le tarif bas carbone. Le tarif bas carbone, qu'est-ce que c'est? C'est la mise en place d'un tarif réduit pour les visiteurs qui se déplacent en mobilité douce, donc train ou vélo ou bus. Et il a mis en place cette action en partenariat avec la SNCF et avec Keolis pour justement permettre de bien orchestrer ce projet. Et donc, ça a été mis en place il y a maintenant quelques années, je pense. Ça a été l'impact de cette action a été mesuré avec justement un projet Quanti-GES pour pouvoir mesurer quel a été l'impact de cette action, parce que c'est pas forcément évident de dire en année 2 les émissions liées aux visiteurs ont réduit grâce à ce tarif. On ne sait pas finalement si c'est
si les visiteurs avaient conscience qu'il y avait un tarif et donc un tarif bas carbone et donc ils sont venus au musée pour bénéficier de ce tarif, ou juste ils sont venus en fait d'eux-mêmes en train ou en bus. Donc il y avait un vrai enjeu de savoir si c'était grâce à cette action que les émissions avaient été réduites. Mais en tout cas, cette action vient adresser le premier poste d'émission du bilan d'émissions de gaz à effet de serre, qui est le déplacement des visiteurs. Et donc, voilà, c'est un exemple. Ce qui est intéressant à avoir en tête, c'est que c'est une action qui est globale, qui est comment dire, complète, dans le sens où mettre simplement un tarif bas carbone, c'est pas suffisant. Là où ils ont été complets, c'est qu'ils ont justement construit un abri à vélo sécurisé avec des équipements de réparation de vélos. Ils ont prolongé la piste cyclable de la commune pour qu'elle puisse desservir le musée dans son entièreté. Ils ont vraiment réfléchi à comment optimiser cette action pour qu'elle puisse avoir un réel impact et pas simplement dire bon ben c'est bon, on a fait une action et ça va couler de source, on va avoir des émissions réduites. Donc ils ont vraiment mis en place une démarche globale avec des partenaires, avec Keolis, avec la SNCF pour pouvoir optimiser leurs chances de réduire ces émissions et engager également leurs clients finalement dans cette démarche parce que ça les touche directement. Donc ça c'est le premier gros poste d'émission et pour moi l'action la plus parlante. Ce qui ne veut pas dire qu'ils n'ont pas agi sur le reste. Maxime en parlera tout à l'heure, oui. Maxime en parlera, mais je pense qu'il travaille 9 jours par semaine pour pouvoir faire son métier et en plus mettre en place ce plan d'action. Mais c'est intéressant, il y a évidemment plein d'actions sur les principaux postes que représentent les transports, les achats, un peu d'énergie. Donc il y a de l'éco-conception, il y a du remplacement d'ampoules, il y a de l'audit énergétique, de la communication responsable, des bornes de recharge sur le parking, voilà, plein de belles choses. Et puis on voit que du coup, ils n'ont pas travaillé en vase clos, ils ont travaillé en bonne intelligence avec les différents acteurs et parties prenantes qui gravitent autour d'eux. Donc ça, c'est très intéressant, je trouve. Alors du coup, on a déjà pas mal évoqué le fait qu'ils ont l'air d'être plutôt exemplaires. Je ne sais pas si vous voulez préciser un petit peu plus en quoi c'est exemplaire et ce qui peut faire que ça fonctionne en fait, ce qu'ils ont mis en place. C'est vrai que je prends souvent le CJB comme exemple parce que pour moi c'est vraiment une source d'inspiration pour aller tirer justement toutes les entreprises qui sont peut-être au début de la démarche et se disent bon ben où est-ce que ça va m'amener tout ça, quelles sont les opportunités et comment on peut être sûr que ça va marcher. Ben, je prends souvent l'exemple du CJB parce que pour moi c'est un exemple de réussite. Pourquoi c'est un exemple de réussite? Parce que c'est déjà une démarche continue. Donc c'est un exemple d'une entreprise qui en est à son 4e bilan carbone cette année. Ça montre que voilà c'est quelque chose qui existe. Ils ont mis en place une vraie démarche d'adhésion de toutes les parties prenantes, j'en ai déjà parlé, mais sans ça, évidemment que ça marche pas. Quelqu'un qui est seul, isolé et qui veut mettre en place sa démarche, s'il n'a pas l'aval de la direction, il co-construit pas son plan d'action avec ses partenaires directs, voire indirects, évidemment que ça va pas marcher. Il y a aussi une vraie volonté, vous allez voir en rencontrant Maxime, d'apprentissage, de montée en compétences, de curiosité, qui fait que c'est quelqu'un qui est passionné, qui a vraiment envie de bien faire, qui fait pas son bilan d'émissions de gaz à effet de serre pour pour la réglementation, mais qui a vraiment envie de se retrousser les manches et de mettre en place une démarche qui va permettre d'avoir un impact positif. Donc ça c'est évidemment important et j'ajouterai la transparence totale de l'entreprise qui justement sur ses premières communications pouvait dire aujourd'hui on a lancé une démarche, on n'a pas encore d'émissions réduites, on en est encore qu'au début, mais on a plein d'idées et c'est avec vous qu'on va avancer. Donc cette transparence pour moi elle est primordiale. Voilà, et évidemment il y a plein d'autres choses qui font que le centre Junovich est exemplaire. On en reparlera sûrement par la suite. Oui, tout à fait. Et donc une dernière question pour clôturer cette première partie du podcast, ce serait de savoir s'il y a des leçons à tirer de cet exemple. Pour clôturer, ce qu'on peut dire, c'est que ça existe, que c'est faisable et que ça a des co-bénéfices multiples. Ça existe puisque le CJB l'a fait, donc pourquoi pas vous? C'est faisable finalement pour n'importe quelle entreprise. Chacun a son contexte, chacun a ses difficultés et évidemment on ne peut pas calquer la démarche d'une entreprise sur une autre, mais on peut plutôt s'inspirer des bons ingrédients qu'on a cités pour l'adapter à son contexte, l'adapter à son entreprise et faire en sorte qu'on mette toutes les chances de notre côté pour que ça fonctionne. Mais en tout cas, c'est pas parce que le centre Juno Beach a une certaine facilité, c'est pas parce qu'ils ont 3 personnes qui travaillent sur le sujet, ça c'est pas du tout le cas en fait. C'est vraiment un exemple qui montre que pour toute entreprise c'est faisable
Et enfin, ça existe, c'est faisable, et ça a un impact positif, et surtout ça a plein d'impacts auxquels on ne pensait pas forcément en mettant en place cette démarche, tous les co-bénéfices, toutes les opportunités dont on a parlé. C'est qu'aujourd'hui, le centre Juno Beach, notamment Maxime, justement en parle énormément, parcourt la France pour en parler, va inspirer d'autres musées, d'autres centres touristiques. Il va aujourd'hui réaliser un podcast, voilà, donc c'est aussi un impact positif de justement communiquer auprès de ces démarches, venir embarquer tout le monde en ce sens. Évidemment, ça a plein d'autres co-bénéfices qu'on verra par la suite, et je laisserai Maxime présenter tout ça dans la deuxième partie du podcast. Oui, parfait. Merci beaucoup Clément. Donc effectivement, on va clôturer, on va s'arrêter là-dessus pour cette première partie de podcast qui était déjà très inspirante. Et on verra ensuite avec Maxime son retour d'expérience à lui, voilà, sur ce sujet. Merci beaucoup Clément. Merci Suzy, et bonne suite d'épisode avec Maxime. À bientôt. À bientôt, merci. Merci à Clément Roland d'avoir exploré avec moi les risques et opportunités de la transition pour une organisation. Nous nous retrouvons dans la deuxième partie de cet épisode pour échanger avec Maxime Boucher du centre Juno Beach. À bientôt!